Merci d'être avec nous. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, d'être en train de suivre cette émission Grande Tribune. 23 avril 2025, deux sujets à l'ordre du jour. D'abord, la suspension du PPRD. Ça, c'est une conséquence. Mais la présence de Joseph Kabila à Goma, vrai, faux, il a été bel et bien dans cette ville du Nord Kivu. Et les décisions prises par le gouvernement, comme je l'ai dit, justement, la suspension du parti politique PPRD. Voilà, quelles sont les leçons tirées de cette actualité, justement? Alors, la suspension, donc je l'ai dit, du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie de Joseph Kabila vient d'être formalisée par le VPM, et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, par la signature d'un arrêté. Il a donc donné instruction à tous les gouverneurs de province de faire observer cette décision. Prenons une réaction d'un juriste, un professeur. Les deux décisions des deux ministres qui sont des juristes et avocats sont assises sur la présence de Joseph Kabila à Goma, et cela sans preuve des services d'intelligence, mais des réseaux sociaux. Et même si Kabila était à Goma, le droit pénal d'incrimination, c'est-à-dire le comportement interdit, et la sanction pénale, on se demande si arriver à Goma, c'est un comportement depuis quand? Un comportement délictueux depuis quand? Professeur Moupili. Voilà, mesdames et messieurs, le PPRD a donc démenti l'information selon laquelle Joseph Kabila a séjourné à Goma. C'est une rumeur. Comment un gouvernement peut-il se fonder sur une rumeur pour prendre des lourdes décisions comme celle-là? Il est obligé de revenir sur ces décisions, et même les suspensions, les saisies des biens immeubles de l'ancien président Kabila sont aussi décriées par certains avocats proches de l'opposition. Ils disent qu'il fallait en principe attendre une décision de justice pour pouvoir opérer cette saisine. Et d'autres avocats également évoquent le fait que c'est une mesure conservatoire. À quel sens se vouer doit-on, l'opinion doit-il se tourner finalement pour avoir la vérité par rapport à ça? Légalité, illégalité, vraie, fausse nouvelle. Quand même, il y a l'ombre de certains doutes dans l'opinion. On va donc essayer de clarifier cette question. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. On l'a appris à Doha, les négociations patinent un tout petit peu. Les préalables posés semblent insurmontables pour le gouvernement de Kinshasa. Il faut que la FC M23 se retire des territoires à occuper pour que les négociations, pour que Kinshasa puisse accepter certains préalables de ce groupe terroriste, comme on l'appelle. Et pour la FC M23, voilà, une bagatelle des mesures, de demande. On ne sait pas si tout peut passer. Ben, on va analyser justement. Trois invités sur ce plateau, mesdames et messieurs, ils sont avec nous. On commence par ordre d'arrivée. Maître Elik Bissello, analyste des questions d'actualité, il est indépendant. Bonjour, bienvenue, mesdames et messieurs. J'aime ce mot-là, indépendant. Ça veut dire indépendant intellectuellement, politiquement, juridiquement. J'aime cette indépendance, sous-entend une certaine liberté. Effectivement, c'est un réel plaisir de trouver le confrère et puis un ami de longue date, d'une intelligence que j'admire. Je te retrouve également, mon cher ami Dan. Je salue bien sûr les téléspectateurs de Grande Tribune, qui est une émission qui est populaire, mais en même temps d'une haute fracture, et c'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup d'être là. Voilà, Maître Godefroid Ilunga, bonjour également, chercheur en droit, qui est également aux études et avocat. Maître, merci également de prendre part à cette émission. Merci bien, cher Dan. Comme toujours, je suis très, très content de retrouver mon estimé confrère et mon ami qui est à côté de moi, que je retrouve pour la première fois, je dois le dire, dans cette grande tribune. Et je crois que, comme toujours, ce sera pour l'édification de tous et de chacun. Et je vous remercie donc de cette invitation que vous avez bien voulu m'adresser. Et je salue également les téléspectateurs qui nous suivent. Merci bien, Maître Godefroid Ilunga. Alors, coordonnateur de la DIPOL, Monsieur Christian Moleka, bonjour.
Ça fait un moment que vous ne Bonjour, passez monsieur plus. Dan. Bienvenue en tribune. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai, ça fait quand même un léger temps que je ne prends plus part à cette édition. Bon, c'est vrai qu'on est à la fois porté sur plusieurs charges. Il n'y a pas que la télé comme charge. Donc voilà, ce qui justifie un peu que nous soyons plus ou moins en retrait. Mais à chaque fois que le besoin se manifeste, nous ne manquons jamais de répondre comme aujourd'hui à votre invitation. Je profite également de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs, que ce soit Eric Bisselo, Maître Yumba, qui nous couvre également sur le plateau. Je salue ceux qui vont nous suivre de loin et on va essayer à la mesure du possible d'apporter quelques éléments de compréhension des questions politiques de l'heure. Merci bien, messieurs. Alors, place au premier sujet rapidement. Présence de Kabila, fausse, vraie présence de Kabila à Goma. Des sanctions sont donc tombées de la part du gouvernement, ça ne s'est pas fait attendre. Le ministre de l'Intérieur est formel, il a des éléments qui prouvent que M. Kabila a séjourné dans la ville de Goma. Doit-on remettre en question sa parole? Le PPRD n'est pas de cet avis-là, c'est une rumeur qui est fomentée pour nuire à cette famille politique. Je commence par Maître Bisselo, je commence avec vous. Kabila a-t-il séjourné, oui ou non, à Goma, selon vous, ce que vous suivez dans l'actualité? Écoutez, j'aurais aimé, généralement les déplacements de président honoraire et sénateur à vie Joseph Kabila ne sont jamais inaperçus. Même ne serait-ce qu'il passe dans un poste frontalier, il y a toujours une image. On aurait du mal à dire que l'ancien président de la République aurait été à Malawi, traversé au Rwanda et arrivé à Kinshasa, ça que nous ayons ne serait-ce qu'une photo sur sa présence. Une photo. Alors, ou bien il est plus sécurisé, plus responsable que le président des États-Unis d'Amérique. Là, je n'ose pas croire. En outre, ce n'est pas... Nous ne faisons que suivre la vague d'informations venues de partout, notamment la tutosphère. C'est ça une réalité. Nous nous informons à travers des journalistes. Mais un journaliste peut se tromper. Même un établissement qui se dit réputé comme état RFI peut se tromper. Nous avons, je crois, à un moment vu France 24 dire que le président de la République démocratique du Congo était à la commémoration du Rwanda. Ça a fait un tollé. Le journaliste de France 24 était sur place, a dit je l'ai vu. Mais télévision belge. C'était une télévision belge. Non, c'était France 24. C'est la télévision belge. Oui, RTBF, effectivement. RTBF, tout à fait. Oui. Le journaliste était sur place. Donc, il n'y avait aucun doute, selon sa déontologie, que Félix Antoine Tshisekedi était présent. Mais cela dit, la maison mère a pondu un communiqué disant non, il n'y était pas. C'est-à-dire l'information peut être manipulée et manipulable. Cela dit, il y a des conséquences qui sont aujourd'hui manifestes et d'ordre juridique. Mais qu'est-ce qu'on retient? Il y a eu des journalistes se sont trompés. Ce qu'on retient, c'est une chose. Joseph Kabila a dit par une tribune sur Jeune Afrique qu'il rentrerait dans son pays pour participer à la solution pour mettre fin à la guerre. Il voulait jouer un rôle actif pour pacifier par l'Est. Par la partie orientale. Justement. Donc, prenons de manière large. Et je suis étonné que certains aient considéré que la partie orientale s'est résumée essentiellement à Goma, qui est pris aujourd'hui par l'AFC et le M23. Il y a eu un message de Olivier Kamitatou qui annonçait que Kabila allait rentrer par Goma. Et cette information n'a jamais été démentie, ni par Kabila, ni par ses services de communication. Joseph Kabila n'a pas à démentir les dires des acteurs politiques congolais. Il n'a jamais fait. Mais attendez. Il y a des gens Olivier qui l'engagent. Kamitatou, j'aurais compris que vous m'aurez dit la personne qui communique au nom de Joseph Kabila, elle est connue. Barbara est connue. C'est elle qui communique pour Kabila, essentiellement. Mais allons, soyons fous. J'aurais aimé que le PPRD communique, puisque le PPRD est le parti politique de Joseph Kabila. Il a eu à changer dernièrement. Il n'y a pas eu de démenti non plus. Mais ils n'ont pas à démentir toutes les mensonges ou bien toutes les délires des tutosphères. On n'a pas à démentir. Ce qui est vrai... Même c'est Olivier Kamitatou, un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien ministre.
Pourquoi on ne pose pas la question? Je suis quand même étonné. Voilà, je suis quand même étonné. Qui n'est pas démenti. Olivier Kamitatou, pourquoi est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui interrogé par les journalistes de se dire? Olivier Kamitatou, on sait qu'il est proche de Moïse Katumbi, mais pas de Moïse, proche de Joseph Kabila. Depuis quand? Depuis quand on peut passer à ce sommet-là? Celui qui est dans la discrétion de Moïse Katumbi, dans la chambre de Moïse Katumbi. Parce qu'on est dans un monde politique où les intérêts jouent. Donc il va quitter ce monde-là pour entrer dans la chambre de Joseph Kabila. Et Joseph Kabila qui est quelqu'un dont la discrétion, dont la sécurité lui est particulièrement propre et connue même, méconnue même de certains de ses proches. Et il va rentrer dans la chambre, on va lui donner des informations. Toi, commence à dire, c'est ce que nous allons faire. Laissons ça de côté. Mais en outre, les décisions prises, c'est ça les conséquences en fait. Nous ne comprenons pas qu'il n'y a pas une note des services d'enseignement. Il n'y a pas une note. Pas difficile de le savoir, ce sont les services. Non, mais justement, c'est pas difficile à savoir. Il n'y en a pas eu. C'est-à-dire, vous n'avez pas eu connaissance. Aujourd'hui, on suit dans les médias, même tutosphère, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communication. Mais moi, je sais aussi que j'ai eu à voir que même les services de renseignement militaire ont eu à communiquer sur certains dossiers, notamment sur l'arrestation de M. Kalonda, des proches de Moïse Katumbi. Ils ont eu à communiquer. Donc, ce n'est pas nouveau. Quand ça leur arrange, ils communiquent. Il y a eu même à communiquer quand ils avaient arrêté un proche de l'AFC dans les bureaux de services de renseignement. Il a été filmé et c'est parti dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu. Mais nous nous réveillons par communiquer des ministres de l'Intérieur et des ministres de la Justice qui prennent des dispositions contraignantes, sanctionnant non seulement Joseph Kabila, mais le parti politique PPRD. Et ça, selon eux, conformément à la législation régissant le fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Sauf que, d'abord le ministre de l'Intérieur, l'article 29 sus-évoqué de la loi concernée ne parle pas des individus, ne parle pas des agissements de l'autorité morale, des cadres des partis, mais il parle des activités du parti. La nuance, on parle français, on peut supposer, mais quand c'est aussi clair, ce sont les activités du parti qui peuvent être sanctionnées. Joseph Kabila n'est pas une activité de parti. Merci bien. C'est déjà, en outre... Il engage le parti. Non, depuis quand? Avez-vous vu une signature du PPRD? Il a nommé tout récemment... Mais c'est pas lui alors qui engage le parti. Les dirigeants. Il est l'autorité morale. Où avez-vous vu dans la loi, l'autorité morale peut signer, peut engager le parti? Le président du parti. Nous y allons. Je finis juste par là, si vous voulez m'arracher la parole. Oui. En outre, le ministre intérieur dit, effectivement, nous sanctionnons, pour son silence par rapport à ce qui se passe, et de deux, parce qu'il serait venu à Goma. Je ne savais pas que Goma, c'était un autre pays. C'était un no man's land interdit aux Congolais. Et ça m'a fait... J'étais inquiet pour mes compatriotes, les Gomatraciens, mais les Kivusiens aussi. Ils devraient être considérés comme étant les ennemis de la République. Allons-y. Mais dans la folie de grandeur de ceux qui nous dirigent, le ministre de la Justice dit non, on va faire plus que ça, des saisies. Merci. Ces saisies-là, sur quel soubassement? On ne sait pas. Parce que le droit civil ne parle pas que le ministre de la Justice peut par communiquer saisir les biens d'un citoyen congolais, à plus forte raison d'un sénateur à vie. Merci bien. On n'a pas vu le bureau du Sénat saisi dans ce dossier, même consulté. On n'a pas vu en fait le formalisme juridique des rigueurs qui est nécessaire dans ce genre de procès. Très bien. Intenter un procès à Joseph Kabila parce qu'il veut trouver une solution, autant que vous ayez des raisons ou bien des preuves sur son engagement à prendre des armes. Là, nous allons vous soutenir. Merci bien. Pour vous, on retient que le flou persiste sur la présence de Kabila à Goma. On ne sait pas si, oui ou non, il a été là. On a retenu votre point de vue par rapport à ça. Et voilà, votre point de vue, Maître Ilunga. J'espère que je serai Est-ce qu'il a été, oui ou non, selon vos propres informations, selon ce que vous suivez, Kabila s'est journé à Goma, ou il est à Goma? Je crois que je viens de suivre mon estimé confrère, Maître Biselo. Maître Biselo. Je serai beaucoup plus bref que lui. D'abord, je me demande si le problème, c'est celui pour le sénateur à vie de se retrouver à Goma. Je ne pense pas que c'est là le problème, sinon ce serait une fausse analyse. Le problème serait lequel? Le problème, c'est que le gouvernement, c'est parti d'abord du président de la République et du gouvernement par le truchement du ministre
de l'Intérieur a estimé qu'il y a des accointances. Je crois que c'est ça le terme qui avait été utilisé, des accointances entre les sénateurs à vie et le mouvement M23. Mais il y a deux mois déjà que le chef le disait sur plusieurs tribunes. C'était dit, on n'a jamais vu les sanctions. lui-même a dit qu'il faudra qu'on puisse demander au président de la République, n'est-ce pas, des preuves. C'est un dossier qui est lancé, qui était en cours, n'est-ce pas, sur le plan d'abord politique, et puis ensuite, ça culmine avec l'injonction donnée par le ministre de la Justice. Et ça, j'ai dit, contrairement à mon estimé confrère, que c'est dans les attributions du ministre de la Justice. Donc la présence de donner injonction pour ouvrir une instruction judiciaire. Et saisir les biens. Mais seulement, je dis, je vais arriver à ça, je dis qu'effectivement le ministre n'a pas le droit de donner injonction sur ce que doivent être les actes à poser au cours de l'instruction. Ça, je dois être honnête pour dire que le ministre en a fait un peu de trop. Mais sur la première question que vous posez, Joseph Kabila a-t-il été à Goma, oui ou non? Oui. Sa vraie fausse présence à Goma. Nous étions là, on ne savait pas que Joseph Kabila allait se retrouver à Goma. Comme il dit, c'est lui-même, Joseph Kabila, qui annonce qu'il allait revenir au pays. Il allait revenir au pays, nous savons comment il est parti. Parce que mon estimé confrère dit que sa présence ne passe jamais inaperçue. Mais il est parti, la présence était inaperçue. On ne sait pas comment il est parti. C'est de manière informelle qu'il est parti, qu'il est sorti. Ça, c'est votre point de vue. Et quand il est sorti, il annonce son retour. Olivier Kamitatu vient apporter une précision. La précision, c'est laquelle? C'est qu'il va revenir par Goma. Je crois qu'il y en a qui avaient dit que c'était par l'Est. Mais lui apporte au moins la précision qu'il allait revenir par la ville de Goma. Kamitatu n'est pas porte-parole de Kabila. Je me suis posé la question en quelle qualité et d'où tenait-il cette information-là. Nous savons que depuis un certain temps, Joseph Kabila et Moïse Katumbi travaillent ensemble. Ça, non, nous devons être francs lorsque nous faisons Dans quel cadre? Ils sont en train de travailler ensemble, ça on le sait, ils se sont réconciliés et tout ça. Ils ont mené certaines activités contre le pouvoir en place en étant ensemble. Il y a eu des marches, il y a eu tout ça. Ça s'est fait en étant ensemble. Alors, quand Kamitatu annonce, quelques temps après, parce que mon estimé confrère parle des journalistes, sans les nommer, mais c'est RFI qui annonce également et qui confirme que Joseph Kabila se retrouvait à Goma. Et il dit, la RFI plutôt, elle dit qu'elle tenait cette information des proches de Joseph Kabila. N'est-ce pas? C'est pas un journaliste. J'ai suivi ça même hier. Et jusque-là, RFI n'a pas démenti l'information. De ses proches que l'information était sortie. Était vrai. Aucun démenti. Mais par contre, c'est lorsque le ministre vient réagir, les deux ministres réagissent, qu'on se rend compte, n'est-ce pas, de un peu l'ampleur du problème et qu'on fait un rétropédalage pour dire non, Joseph Kabila n'a jamais été à l'Est. Là, c'est en réaction à des mesures. Mais ces mesures-là ne se sont pas tout simplement appuyées sur le fait que Joseph Kabila s'est retrouvé à Goma. Il y a ne fût-ce qu'une photo, une vidéo de Joseph Kabila entrant à Goma, ou bien parlant à la population, ou bien son véhicule, son cortège entrant à... Est-ce qu'il ne fût-ce qu'une photo ou une vidéo circule? Vous avez besoin d'une photo ou d'une vidéo? C'est la question que je pose. Ça, je ne pense pas que ce soit ça la preuve, la seule. C'est mon estimé confrère, il est avocat, il sait. La preuve n'est pas que celle-là. N'est-ce pas? Encore que, comme nous sommes là, si c'est en matière pénale, il n'est pas question
à ce moment-ci de parler des preuves. La preuve sera faite au moment de l'instruction de l'affaire. Parce que le ministère public est là pour, n'est-ce pas, rechercher les infractions, rassembler les éléments de preuve et poursuivre les autres. Et jusqu'ici, jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, Joseph Kabila bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, s'il vous plaît, ne posez pas le problème de preuve pour le moment. Quand vous dites parce que, excusez-moi, oui. Le gouvernement qui a parlé, c'est lui qui gère la sécurité de notre pays. Merci bien. Le gouvernement a des services de sécurité. Le ministre de l'Intérieur dit qu'ils ont des éléments démontrant les accointances. Donnons du temps à la justice pour que la justice nous éclaire. Encore que, comme je l'ai dit, le problème, ce n'est pas celui d'être à Goma. C'est son droit le plus absolu de se retrouver sur n'importe quelle partie du territoire national. Mais seulement, le problème, c'est que les indices, cela peut renforcer des indices qui déjà étaient recueillis. Merci. Parce que le problème des accointances de Joseph Kabila avec les M23 s'est posé déjà avant qu'il ne soit soupçonné de se retrouver à Goma. Donc ça a été dit. Le fait de se retrouver à Goma n'est qu'un indice qui vient renforcer d'autres indices. Merci Donc, bien. donnons du temps à la justice. Et je voudrais terminer un peu. Bon, il a parlé des notes des services de sécurité. Non, je ne pense pas que les services de sécurité soient obligés de publier à tout moment. Les notes. Merci Ce n'est pas même légal que tous dont les services de sécurité sont au courant, que ce soit publié. Je ne pense pas qu'il n'y a pas une loi qui dit, qui leur impose cette obligation. Merci bien. Pardon d'enrichir pour permettre à Moleka de prendre la parole. Il y a un élément que vous avez éludé, la déclaration de la présidence namibienne, qui confirmerait que Joseph Kabila est ici. Vous prenez des dispositions, vous dites qu'il est ailleurs. Et ça va même jusqu'à demander à la SADC de prendre des dispositions parce que Kinshasa veut allumer le feu, mais pas dans une tendance à instaurer un climat de paix. Merci bien. Oui, excusez-moi, je veux quand même réagir. Par rapport à ça, il a dit que l'information peut être manipulée. Quels sont les intérêts de la présidente de la Namibie si en parlant de ça? C'est une affaire interne. Excusez-moi, chers confrères, c'est une affaire interne. C'est interne, c'est interne. C'est une affaire régionale, pas interne. Non, les armées qui combattent à l'Est, c'est pas la c'est une affaire interne. Merci bien. Merci bien. Merci bien. La Namibie. La manipulation dépend qu'on soutienne la gauche ou la droite. Donc, elle devient relative. Même quand on est au milieu, ça devient relatif. Monsieur Christian Moleka, Monsieur Kabila travaille avec beaucoup de médias. Hein. Vous êtes consulté par plusieurs médias internationaux. Alors, Kabila a-t-il séjourné à Goma? Oui ou non? Déjà, je commencerai par dire qu'en matière stratégique, en matière politologique, ce qui importe, ce n'est pas le vrai ou le faux. Parce qu'on peut avoir un faux vrai et on peut avoir un vrai faux. Ce qui importe, c'est les faits recherchés. Si nous répandons une rumeur comme quoi telle banque va tomber en faillite, c'est faux, n'est-ce pas? Mais si tous les clients accourent vers la banque pour retirer leur argent, la banque tombe en faillite. Nous sommes partis d'un faux pour créer un vrai. Donc ce qui importe, ce n'est pas que ce soit le vrai ou le faux, c'est les faits recherchés. La question qu'il faut se poser, quels étaient les faits recherchés en parlant d'une visite à Goma? Et je crois que si on avait pris cet angle-là, peut-être qu'on verrait différemment les choses. Le président Kabila, de nature, n'a jamais annoncé son retour. Il est sorti, d'ailleurs, beaucoup ont dit clandestinement. Je vous rappelle qu'il y a eu un débat avec le CG Kabouya, qui a dit que le président Kabila est sorti clandestinement. Et que son porte-parole, Barbara Nzimbi, a fait l'un des médias pour rendre sa réplique, pour dire qu'il n'est pas sorti clandestinement. Comment un monsieur qui d'habitude sort grand bruit décide du jour au lendemain d'annoncer son retour? Et ça nous a
pas tous effleurés qu'il y avait un intérêt à rechercher le choix stratégique d'annoncer en grand fanfare un retour dans la partie orientale. C'est ça l'effet le plus important. Je vais en venir sur un fait. C'est que moi j'ai le sentiment que le gouvernement s'est fait piéger. Le président Kabila, avant de rentrer, a fait énormément de sorties médiatiques dans les médias namibiens et sud-africains, où il a peint une république régressive, dictatoriale, tyrannique, qui traque les opposants, qui l'a forcé en exil. Et j'ai comme le sentiment que nous l'avons conforté aujourd'hui, en lui apportant justement des éléments qui soutiennent son argumentaire. Pourquoi? Parce que peu de gens peuvent nous confirmer qu'il a été à Goma. J'en viens. Un gouvernement ne s'informe pas sur les médias. RFI, c'est de l'information. Un gouvernement fonctionne avec des données des renseignements. Il y a une différence entre l'information et le renseignement. C'est quoi la différence? C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? L'information peut être mentie. C'est quoi la différence de fond? On peut se tromper. Le fond. Une information traitée devient une donnée des renseignements. Mais l'information journalistique, on la traite aussi. Oui, mais une information peut être infirmée ou peut être confirmée. Une donnée des renseignements ne peut pas être infirmée parce qu'il y a un travail d'analyse, de traitement pour arriver au fait qu'on a des données des renseignements. Là, vous remettez en question Ça veut dire que le gouvernement... le travail des journalistes. Non. Vous remettez en question. Le journaliste est à un niveau d'information. D'ailleurs, on parle d'information blanche, d'information grise et d'information noire. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'information. Le gouvernement ne peut pas fonctionner sur base des médias. RFI ou non. N'oubliez pas que ce que nous appelons les médias internationaux sont des prolongements des politiques affaires étrangères de leur pays. RFI, France 24, BBC font partie de ce qu'on appelle la politique étrangère de la France. Ils sont du média monde. Oui. Donc, il y a une dimension politique dans les médias. Et un gouvernement ne peut pas s'appuyer sur les données des médias ou des réseaux sociaux dans un monde où on parle des fake news, de désinformation, de manipulation de l'information. Et pire encore, Oui. celui qui lance les débats, Steve Wemby, considéré par Kinshasa comme un journaliste subversif, travaillant avec l'ennemi, mais c'est quand même la source fiable sur laquelle tout le monde s'appuie. Il y a quand même plusieurs Oui, mais j'en viens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que nous remettions en cause ce qu'on doit faire. Maintenant, peut-être Kabila a obtenu l'effet recherché, à savoir justifier son exil, présenter à l'opinion internationale un pouvoir régressif, dictatorial, qui ferme la porte de l'opposition. Il l'a obtenu. Peut-être que Kinshasa a également obtenu l'effet recherché, parce que Kinshasa, il s'agissait de neutraliser un retour politique potentiel. Nous sommes dans un contexte où la crise va s'aggraver probablement et que chacun cherche des leviers de négociation. Est-ce que Kinshasa ne s'appuie pas sur ces vraies fausses informations pour créer des leviers de négociations plus tard? C'est une analyse, hein? Je suis dans l'analyse. Oui. Est-ce qu'on ne crée pas des leviers de négociations plus tard en renforçant en confortant la crise, en la complexifiant et en disposant des leviers politiques de négociation? C'est un élément. Mais si l'on part du fait que l'on s'appuie sur le fait qu'il soit oui ou non à Goma, je crois que on sera vraiment de côté d'un point de vue analytique. Deuxièmement, mais Maître parle... Puisque le gouvernement, parmi les décisions prises, parmi les motivations du gouvernement, il y a le fait qu'il séjourne à Goma, une ville qui est entre les mains... Qu'il séjournerait. Non, le gouvernement affirme... Où aurait séjourné? Le gouvernement affirme qu'il a séjourné à Goma, une ville qui est entre les mains de l'AFC M23, un groupe terroriste. Monsieur Dan. C'est parmi les motivations d'une décision du gouvernement. Ce gouvernement s'appuie sur quoi? Sur le fait qu'un média l'a parlé. Ou il s'appuie sur des données des renseignements. Le ministre de l'Intérieur, c'est le patron des sécurités au Congo. Parce qu'il a la tutelle sur l'ANER et la DGM. Lorsque le ministre de l'Intérieur parle, il parle sur pied des données des renseignements. Pas parler sur base des médias. Il faut qu'on soit très clair.
un sécurocrate parle, lorsque le patron des sécurocrates parle, il ne devrait pas parler sur base des médias. Il devrait parler sur base des données des renseignements, parce qu'il a derrière lui tout un background qui est censé lui ramener suffisamment d'informations. Maintenant, on peut partir d'infos pour faire le vrai. Alors, pour construire une démarche politique. Tout le monde sait qu'on a eu une guerre d'Irak autour d'une fausse présence d'armes nucléaires. Est-ce que le gouvernement ne fonde pas non plus une stratégie en s'appuyant sur tel élément comme prétexte? C'est là où je dis que le plus important, ce n'est pas forcément le vrai et le faux. Parce qu'on peut partir d'infos pour faire une guerre comme on l'a fait en Irak. On peut partir d'infos, sachant que c'est un faux, mais comme point de départ d'une démarche politique qui vise à une finalité recherchée. Parce que le patron de CNC ne peut pas s'appuyer sur les médias pour s'informer. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Oui. Parce que Goma, c'est le Congo. Bukavu, c'est le Congo. Même si aujourd'hui ces villes sont occupées par l'ennemi, se supposer que nos services et le gouvernement ont derrière les lignes d'ennemis des points d'information. Si l'ennemi prépare une contre-offensive, comment nous le saurons? S'il y a des gens qui descendent la nuit émissaire pour des rencontres, comment nous le saurons? Nous sommes censés, comme État, avoir des hommes derrière les lignes d'ennemis, le fameux cinquième colonne, on appelle un peu comme on veut, pour nous dire, le mardi 10 décembre à 15h, à l'hôtel Serrana, chambre 607, telle personne a été logée. Il a fait telle rencontre avec telle personne. C'est ça l'État. C'est ça la sécurité. Donc, soit le gouvernement fait le choix, lui aussi, de partir d'infos pour assurer une démarche politique, et c'est un effet qu'il souhaitait avoir depuis très longtemps, à savoir réduire la problématique Kabila. On le sait, il y a eu des perquisitions à la 18e rue, il y a eu beaucoup de rumeurs, avec le procès Nanga, où on a même présenté des gens témoins qui ont témoigné en face des préjudications, on a cité les noms au niveau du procès, puis c'est fini comme ça. Peut-être qu'on a trouvé maintenant les leviers nécessaires pour mettre en œuvre un plan qu'on voulait atteindre depuis très longtemps. Et également, l'autre partie est partie d'info pour atteindre un objectif. Le problème, c'est que dans cette guerre larvée, où chaque partie pose des pions pour se positionner, nous avons renforcé la crispation, réduit les capacités de négociation, de cohésion de négociation interne, et peut-être distendu suffisamment les Congolais. Mais il y a une forme de guerre larvée, où chacun pose ses pions, que ce soit Kabila ou le régime, avec à la fois des vrais et à la fois des faux. À la fois des vrais et à la fois des faux. Merci beaucoup, Monsieur Christian Moleka. En tout cas, 2 minutes, 2 minutes pour prendre le deuxième sujet. 12h presque 40. Maître Bisselo, 2 minutes, s'il vous plaît. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette actualité? Ça me rappelle en fait l'événement qui a eu lieu, qui a bouleversé quand même la nation congolaise, c'est la mort de Mzee. Nous avons des services de renseignement, je suis persuadé que nous avons des services de renseignement qui sont fiables, qui sont compétents et capables. Là où ils se trouvent, les agents de renseignement envoient des notes au service. Mais ces notes-là sont traitées ici à Kinshasa. D'accord? Ces notes-là sont traitées ici à Kinshasa. Quelle perception en a Kinshasa? Et puis, quelle perception ont les politiques de ces notes-là? Est-ce qu'ils ont confiance à ces gens de terrain? Parce que, dans le cas de Mzee, les agents des services de renseignement extérieurs avaient effectivement dit que la vie du président est en danger. On l'a délibérément ignoré parce que parfois on a tendance à croire qu'il y a l'exagération. Les agents extérieurs, il y en a qui ont été arrêtés jusqu'à prouver qu'effectivement l'information n'est pas passée inaperçue, on a bien transmis la note. C'est dans les traitements qu'il y a eu un problème, avec les rapproches de certains redocables. Une vérité, c'est que la conséquence, elle est là. Ça a fait que renforcer les positions des parties prenantes dans ce conflit. À plus forte raison lorsqu'il y a des négociations entre Kinshasa et l'AFC M23 à Doha. C'est ça qui est un peu... Moi, je ne comprends pas la volonté de Kinshasa, et c'est pour ça que ça met en porte-à-faux Kinshasa. Soit vous cherchez effectivement des solutions, soit par un acteur dont vous n'arrivez pas à trouver la participation active dans cette guerre, vous sanctionnez de manière comme ça, impulsive et agressive, ces actions. Quand vous dites que ce n'est pas lié à Goma, moi je vous rappelle que... c'est votre point de vue. Non, c'est un constat. Je rappelle à mon cher confrère que
La deuxième raison dans la note, dans la communication du ministre de l'Intérieur, c'est la présence de Joseph Kabila, la présence supposée de Joseph Kabila. Donc c'est lié à cela. Ça revient à dire que c'est l'argumentaire principal. Et je ne savais pas aussi que c'était le silence de Joseph Kabila a autant pesé dans le cœur ou dans l'intelligence, dans la panique, si c'est né, des acteurs politiques de Kinshasa. Merci. Moi, je crois que ça nécessite beaucoup plus de sérieux et d'apaisement. Il n'y a pas de honte à demander, puisqu'on sait que parfois les injonctions peuvent être données à notre justice, de temporiser, de ne pas aller vite en besogne. Très bien. Parce qu'in fine, je crois que ça va nous amener encore vers une situation honteuse qui ferait que, une fois encore, Kinshasa sera indexé. Merci bien. Entre-temps, les années passent, les jours passent, on s'approche lentement mais sûrement vers un nouveau processus électoral. Déjà, la CENI a publié sa feuille de route. Dans ce contexte actuel, voilà, les chrétiens vont devoir prier pour que la situation se décrispe davantage. Sinon, ça ne s'annonce pas très bien. 2 minutes, s'il vous plaît, comme il l'a fait. Quelles sont les leçons? Il est allé au-delà de 2 minutes. Moi, j'ai parlé les moins, donc moins que eux deux, depuis qu'on a commencé. Quelles leçons tirons de ça? Je me rends compte qu'on est en train de faire un procès au gouvernement sans lui donner le moyen, n'est-ce pas? Ici, on sans respecter le droit de défense du gouvernement. Ça dit quoi? Je suis en train de dire quoi? C'est un langage imagé. C'est qu'on est en train de voir dans la démarche du gouvernement une démarche active. C'est-à-dire que le gouvernement a tout simplement suivi une information dans la presse et puis directement des mesures sont tombées. Mais qui leur dit que le gouvernement n'a reçu l'information qui est dans la presse? Beaucoup d'éléments. Ils vous disent que le gouvernement a des services de sécurité. Mais les relations que ce gouvernement entretient avec les services de sécurité, ce n'est pas public. C'est pas demandez un peu à mes co-débatteurs. Qui leur a dit que le gouvernement n'a reçu cette information que de la presse? Maître Ilunga, je vous pose la question. Vous êtes avocat. Parce qu'à aucun moment, le gouvernement, suite aux notes des services, le respectifié, le gouvernement dans son intelligence, dans son note, suite aux notes des services, suite à nos renseignements. Excusez-moi, je crois que j'ai dit ici que le problème de l'implication de Joseph Kabila dans la guerre de l'Est n'a pas commencé qu'avec la rumeur sur sa présence à Goma. Je crois que ça, vous aurez du mal, n'est-ce pas, à le contredire. Il n'y a pas une ouverture de ça a commencé, le gouvernement, excusez-moi, le gouvernement en a parlé, ça fait très longtemps. Maintenant, le problème se pose quand? C'est quand le gouvernement, justement, comme il dit, donne injonction, le ministre de la Justice donne injonction pour l'ouverture d'un procès. C'est là que ça commence à poser problème. De tout temps, ça n'a jamais posé problème. Maintenant, le gouvernement, n'est-ce pas, voudrait que la justice puisse nous éclairer. Plutôt que d'attendre que la justice, maintenant, puisse faire son travail, vous êtes en train de constater l'agitation. C'est ce que moi, je constate que c'est de l'agitation. Le gouvernement est tombé dans le piège. Quel piège? Laissez, n'est-ce pas, que la justice puisse nous dire si réellement il y a accointance. Parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas très longtemps que Joseph Kabila est sorti de son silence. Et en sortant de son silence, le premier message, c'était de justifier, n'est-ce pas, la démarche du M23 pour dire que c'était... Namibie a démenti sous la présence de Kabila à Goma. Non, j'ai dit sa sortie médiatique. Il a justifié, n'est-ce pas, la guerre du M23. Il a dit que leurs revendications étaient justes, étaient légitimes. Il n'y a pas longtemps, Chadari a dit que leur boss leur a dit de ne plus rester d'agir dans le secret comme il le faisait avant, mais d'agir maintenant ouvertement. Quels sont les actes qu'on posait dans le secret et quels sont les actes qu'on doit poser maintenant ouvertement? Très bien. Donc tout ça, on ne le voit pas. On est en train d'imputer des choses au gouvernement. Le gouvernement a dit, je le répète, le ministre a dit qu'ils ont des éléments. Très bien. Ils ont des éléments. Laissons, donnons du temps au temps. Monsieur Christian Moleka, merci beaucoup. Quelles leçons on peut tirer de cette affaire?
La leçon, c'est que nous ne sommes pas sous la voie de la cohésion, nous sommes davantage dans l'escalade et probablement vers la confrontation. Militaire. Non, confrontation entre le pouvoir et l'opposition politique. Nous ne sommes pas dans une logique pour l'instant de cohésion, de renforcement de l'unité nationale à l'intérieur entre les acteurs. Et il y a donc une tendance qui est nette d'exclusion du PPRD du jeu politique intérieur. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, c'est que autant le gouvernement s'ouvre à des possibilités de dialogue à l'extérieur, autant il y a de moins en moins de perspectives de dialogue intérieur. Parce que Senko SCC, oui. PPRD, Matapogno. Donc on a de moins en moins une perspective d'un dialogue intérieur qui réunirait l'ensemble des acteurs. Et peut-être la dernière leçon, c'est que le jeu politique congolais se complexifie plutôt par le fait que cette collusion supposée ou avérée entre le politique et le sécuritaire va nous replonger dans un jeu qui fausse la démocratie. Le jeu démocratique est un jeu politique qui sort des logiques sécuritaires et qui reste dans le champ politique. Dès l'instant où le jeu politique sort du champ uniquement politique pour rentrer dans le champ sécuritaire, nous ne sommes plus dans une logique démocratique. Et d'ailleurs, les partis qui prennent l'option de prendre les armes ne sont plus dans un champ démocratique. Donc nous sommes aujourd'hui pratiquement dans une forme de ligne de crête où on ne sait plus si les acteurs politiques sont uniquement dans un champ démocratique ou nous sortons du champ démocratique pour ouvrir d'autres champs plus complexes qui vont nous ramener aux années antérieures, alors que les élections de 2006 justement visaient à sortir la logique des armes, à revenir dans un processus démocratique où on donne la parole au peuple comme seule source d'accès au pouvoir. Donc cette ambiguïté qu'on a aujourd'hui entre le champ du politique et le champ du sécuritaire, bien défausse la démocratie que nous avons tant chérie à installer. On est sous cette voie-là. On est sur une voie de ligne de crête où les lignes sont de plus en plus ambiguës entre le champ du politique et le champ du sécuritaire. Et si vous suivez de plus en plus, que ce soit la réaction du gouvernement ou de l'appareil sécuritaire, pour eux, la collision est très nette entre le champ du politique et le champ du sécuritaire. Malheureusement, ce champ-là va totalement nous sortir de la logique démocratique qu'on a installée depuis 2006, parce que le champ démocratique ne s'ouvre pas aux solutions armées, aux solutions militaires. Ne s'ouvre pas aux solutions armées, aux solutions militaires. Voilà. La République démocratique du Congo, ce second pays. Alors, on va continuer de prier, hein. On n'a pas le choix. Nous sommes des chrétiens. On n'a pas le choix. On a perdu d'ailleurs le pape il y a quelques jours. Hein. La prière va continuer. On n'aura pas le choix. Il faudra qu'on continue de prier pour l'avenir de ce pays. Deuxième sujet rapidement, messieurs, dames, c'est Doha. Doha, voilà, les discussions ont commencé, n'ont pas commencé. Là aussi, il y a un vrai faux. Ça commence, ça ne commence pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a des préalables qui sont posés par les deux parties en présence. Pour l'AFCM 23, il y a une panoplie de propositions pour qu'il y ait, pour engager justement les négociations. Pour Kinshasa, la demande elle est simple, que l'AFCM 23 se retire des zones occupées aujourd'hui. C'est la principale revendication ou demande du gouvernement congolais. Alors, je pense que chacun a pu s'enquérir des revendications de l'AFCM 23. Je ne sais pas si je dois répéter quelques préalables, pardon, pas revendications, préalables. Il y a l'élaboration de la résolution de l'Assemblée nationale du 8 novembre 2022 interdisant au gouvernement d'amorcer toute négociation avec les forces négatives en vue de procéder à leur intégration, brassage ou mixage, libération sans condition de toutes les personnes militaires ou civiles arrêtées pour avoir soutenu cette rébellion, annulation des condamnations à mort et des primes offertes pour l'arrestation des dirigeants de l'AFCM 23, ainsi que toutes les mesures restrictives prises par le régime de Kinshasa, mettre fin et de criminaliser tous les discours de haine qui sont suivis
d'actes d'oppression, mettre fin aux chasses à l'homme lancées contre les Congolais en raison de leur apparence ou de la langue, notamment le Kinyarwanda, sous prétexte de collaboration avec la FC M23 ou d'être infiltré rwandais. C'est parmi les préalables posés par Corneille Nangaa et ses hommes. On va analyser. Est-ce qu'il y a des préalables qui peuvent passer, d'autres non, d'autres oui? Maître Bessiele, je commence avec vous. De nouveau, nous soit j'échange le. Ah, bravo, c'est vous qui êtes le maître sur la table. Je change. Non, je commence avec vous. Alors, dites-nous, quel est votre avis par rapport aux préalables? Y a-t-il des préalables qui peuvent passer? Qu'on ne soit pas les préalables du gouvernement. Est-ce que la FCM 23 peut accepter de se retirer? Stratégiquement, je ne vois pas ce qui nous a coûté, ce qui vous aurait coûté en tant que protagoniste. Des morts, des blessés, beaucoup d'argent, de l'artillerie, des gains territoriaux, vous les céderez au nom des principes ou des préalables. Je ne vois pas. Si justement vous vous retrouvez autour de la table, c'est parce que nous avons ces acquis. C'est pour ça que Kinshasa est autour de la table. Il n'y a pas si longtemps, quand ils n'avaient pas ces acquis, Kinshasa a dit « je ne parlerai pas avec ces marionnettes ». Kinshasa a dit « même si ils venaient devant la cité de l'OIA, je ne les recevrai pas ». Maintenant, la donne a changé. Et il y a une pression supplémentaire qui dit grâce à cette donne qui force Kinshasa à s'asseoir autour de la table, nous orientons encore nos armes vers une prochaine ville plus importante qui déstabilisera davantage Kinshasa, et la rendrait plutôt plus docile et plus conciliant. Ça dit Kisangani. C'est la pression qui a amené Kinshasa autour de la table, pas le dialogue ni la diplomatie. Donc ces préalables-là, selon les Américains, ça ne passe pas. Selon les Américains, il faut considérer le fait d'avoir quitté Walikale, et particulièrement Walikale Est, Walikale Centre, c'est une bonne volonté acceptée par les acteurs autour de la table de la part de AFC de MCM 23. Maintenant, il appartient à Kinshasa quand même de se montrer conséquent. Moi, comment voulez-vous que je rejoigne Kinshasa dans un positionnement qui consiste à arrêter quelqu'un parce qu'il est là. Il s'agit quand même d'un mouvement terroriste. Quand on parle des terroristes, vous savez, qu'est-ce qu'on reproche aux terroristes? Je crois que ça, c'est le qualificatif de Kinshasa. Mais si vous ouvrez des acteurs internationaux, c'est un mouvement d'opposition politique qui a pris des armes. Attention, la donne est en train de changer sur la diplomatie, sur l'interprétation. Ça, c'est Kinshasa. Mais cela dit, Kinshasa est en train de parler avec ces terroristes. C'est un fait. Oui, mais j'arrive à dire dans les revendications, dans les préalables du M23, voulez-vous que je soutienne Kinshasa qui a arrêté quelqu'un parce qu'il est de la famille des Nanga? Il s'agit quand même de votre pays qui est agressé. Il s'agit aussi du pays de la personne qui est arrêtée. Parce qu'il est né dans la famille des Nanga. Parce qu'il a pris des armes. C'est aussi son pays. Oui, mais l'infraction pénale est individuelle. Arrêtez Nanga. Vous n'allez pas arrêter sa tante, son oncle. Vous n'allez pas arrêter quelqu'un parce qu'il dit, après tout, leur revendication est légitime. C'est son avis. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dans un régime spécifique, exceptionnel en termes de la Constitution et du droit positif, qui ferait qu'on ne peut pas le dire, on ne peut pas faire. C'est-à-dire dans l'imaginaire du gouvernement. Lui-même, il adopte des régimes qui permettent de saisir les biens de quelqu'un qui va à Goma. Lui-même. Revenu perso. Non, c'est-à-dire que dans l'analyse logique d'oppression politique, oui, on peut accepter cela. Mais cela dit, la dynamique, Kinshasa aurait relâché 5 personnes. L'élaboration de la résolution de l'Assemblée nationale du 8 novembre 2022 interdisant au gouvernement d'amorcer toute négociation avec des forces négatives en vue de procéder à leur intégration, brassage ou mixage. C'est l'un des préalables de l'AFCM. Vous savez, j'aime beaucoup la position de l'ECC, la Cinco, parce que c'est une question, une réflexion qui doit nous intéresser, Congolais, non pas dans l'ordre politique, mais dans l'ordre sécuritaire. Parce que, oui, parce que on est, c'est vrai, en train de nous dire brassage et mixage, les Rwandais. Mais brassage et mixage, les Rwandais. Mais on l'a connu, c'est une réalité. On l'a connu dans ce pays. Que le MLC, le RCD, toutes les troupes ont été oui, mais je n'ai jamais mixées à l'armée congolaise. C'est une réalité. Non, mais je ne suis pas en train de régner cette réalité. Sauf que je suis en train de vous faire voir que cette réalité, quand le président est arrivé en place,
ne l'a pas connu, ne l'a pas interprété comme ça. A dit que l'armée était fiable et fonctionnelle, 8e en termes de classement des armées en Afrique. En outre, conséquemment, mais notre armée subit le brassage de fait. Les Ouazalendo, c'est quoi? C'est des Congolais, des patriotes, comme on dit. Bon, vous avez identifié chaque acteur qui est du côté de FC Nanga, ou bien chaque acteur qui est du M23. Vous savez qu'ils ne sont pas tous des Congolais. Tous, donc vous avez la liste, vous dites, eux tous, ils ne sont pas Congolais. Mais ça, c'est le gouvernement qui le dit. On parle de brassage. La loi ne fait pas spécificité par rapport à l'activisme de M23. D'ailleurs, on a dû adopter une loi pour essayer de justifier le positionnement tout à fait irrégulier, inconstitutionnel du M23. Parce que la Constitution ne reconnaît que les forces armées de la République démocratique du Congo, à qui on devait donner les moyens pour sa mission. À qui a donné les moyens au M23? Parce que le gouvernement donne les moyens? Non, le Ouazalendo. On a dû adopter une loi spécifique. Mais ce sont les réservistes, il y a une loi qui a été votée. La loi elle est venue après sur les réservistes, bien avant l'activisme des Ouazalendo. C'est-à-dire que le problème de notre armée et son brassage permanent, aujourd'hui, vous n'allez pas nous dire que ce n'est que l'armée des forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent à l'Est. Mais c'est qui est l'armée alors? Il y a un foisonnement d'armées. Nous sommes en coalition avec les armées ougandaises. Non, attendez. Là, c'est un autre chapitre. Mais c'est parce que sans ça, ça ne permet même pas d'analyser. Ah, c'est un autre chapitre. Mais ce n'est pas vous qui définissez le chapitre. Nous parlons de brassage et mixage. Moi, je vous dis, c'est un brassage et mixage de fait. Qu'est-ce que c'est? Avec les Ouazalendo, il y a un mixage et brassage. Quand ils participent activement aux opérations militaires qui devraient être spécifiquement un terrain pour les forces armées de la République démocratique du Congo, officiellement reconnu par la Constitution, qu'est-ce que c'est? Bien, vous avez pris plus ou moins 6 minutes. Mais vous ne m'avez pas laissé répondre parce que vous ne cessez de me couper la parole. Non. En tout cas, c'est très intéressant. Je crois que mon téléspectateur... Vous aurez dû me laisser 30 secondes pour déchuter, pour dire ceci. Ils sont en train de constater. Nous avons effectivement un problème dans les forces armées. C'est une vérité. Il y a un dernier tour de table. Vous allez chuter par là. Alors, Maître Ilunga, votre avis par rapport au préalable AFCM 23 et gouvernement? Est-ce que certains peuvent passer, d'autres ne peuvent pas passer? J'ai vu comment mon estimé confrère s'est retrouvé en difficulté. Bon, je comprends qu'il puisse parler de l'arrestation d'un membre de la famille de Nanga, lorsque vous parlez des préalables des autres, mais vous l'avez coincé sur un préalable, mais j'ai compris comment il est en difficulté. C'est cette question de brassage. Cette question de brassage, il n'y a pas tellement répondu. Il dit que le gouvernement s'est retrouvé en face des autres parce qu'il est coincé. Mais en même temps, il n'a pas pu dire aussi pourquoi les autres ont accepté finalement des négociations. Parce qu'ils ont été, il n'y a pas longtemps, appelés en Angola, à Luanda, ils ont refusé. Qui est à l'origine de la démarche de Doha? Parce que les deux présidents se sont retrouvés là. Bon, on dit que c'est le gouvernement qui ne veut pas négocier. Tout ça. Les deux présidents se retrouvent, qu'on vient d'un cessez-le-feu, et le lendemain, Walikale tombe. Qu'on ne l'oublie pas, n'est-ce pas? Walikale tombe après cela. Et les autres ont dit non, nous ne sommes pas concernés, comme c'est toujours le cas. À chaque fois qu'il y a des négociations entre les deux présidents de deux pays, et ça, c'est une donnée à ne pas négliger, c'est qu'il y a une dimension externe, n'est-ce pas, du conflit. Et notre armée, le président n'a jamais dit que nous avons une armée la plus forte. De telle sorte que cette armée n'ait pas de problème. Le président a dit qu'il a compris que tout avait été fait pour que notre pays soit faible. N'est-ce pas? Et notre armée s'est retrouvée avec des problèmes. C'est ce que notre Assemblée nationale prend la résolution de dire qu'on ne veut plus parler de cette histoire. Mais quand on va à Doha, est-ce qu'on ne vole pas quand on va à Doha, on ne vole pas cette résolution de l'Assemblée nationale? Ou on dit qu'on ne discute pas? La question, c'est de savoir maintenant jusqu'où le gouvernement peut aller. Le gouvernement ne peut pas dépasser la limite de cette résolution. Non, la résolution dit... La résolution dit... Interdit au gouvernement d'amorcer toute négociation. On parle d'amorcer. Oui. Là, ils sont en vue de procéder
à leur intégration. D'abord, il y a aller négocier, mais pas pour intégrer. Pas pour intégrer par les mécanismes de brassage, de mixage, et ainsi de suite, parce qu'on sait à quoi cela a abouti. Figurez-vous, à l'AFDEL a succédé le RCD. Le CNDP. Le RCD d'abord. Le RCD. Oui. Mixage, brassage. Et aussitôt après, un autre mouvement né. Armé également. Avec quelle revendication? Parce que c'est là aussi le problème. Mixage, brassage. On revient encore au mixage, brassage. Après le RCD, CNDP. Après le CNDP, le M23. M23, et à chaque fois, il y a le mixage et le brassage. La conséquence. Et quand un autre groupe naît, vous allez voir les gens qui sont issus de ces mixages et brassages là. Vous voyez un général de l'armée congolaise faire défection et aller rejoindre les autres. Merci bien, Maître Godefroy. Et ça, c'est un problème sécuritaire. Merci bien. Qu'un Congolais qui a la conscience de vrai n'est pas ignoré. Merci bien. Les préalables... On ne peut pas accepter que ce processus continue comme ça. Encore que cette rébellion, on sait quelles en sont les origines. Lorsqu'ils sont là, j'allais aborder, vous avez déjà terminé. Ce qu'ils appellent préalable là. Pourquoi ne l'ont-ils pas réservé pour que ça fasse l'objet du débat, du vrai débat? D'accord. On a compris. Qu'on puisse relâcher, qu'on puisse lever toutes ces mesures-là, et puis directement après, quand ça va capoter, parce qu'on sait qu'on n'a pas cette volonté-là, que ça puisse avancer. Quand ça va capoter à la fin, on aura reculé. C'est un problème. Maître Godefroy Ilunga, merci beaucoup. Alors, Monsieur Christian Moleka, quelle est votre lecture par rapport au préalable? Est-ce qu'on va déjà dans une négociation apparemment sans issue? Bon, la négociation est une dimension de la guerre parce que chaque partie a des objectifs à atteindre. Oui. Kinshasa est allé en négociation premièrement parce que la réalité, le rapport de force sur terrain lui a été défavorable et que le 1-23 nous a forcé à aller sur la table. Mais ce rapport de force sur terrain a été également, contré par la bataille diplomatique que Kinshasa a menée et qui a également poussé le 1-23 à venir sur la table. Donc nous avons dès le départ des avantages comparatifs qui sont opposés. Le 1-23 qui revendique un avantage comparatif qui est l'occupation sur terrain, la prise des villes, et Kinshasa qui a pour comparatif la pression diplomatique, les sanctions et l'effort qui a été fait pour amener des pressions sur Kagame. Et ces deux avantages sont en train de s'annihiler. De telle sorte que vous avez des négociateurs qui sont venus avec de la surenchère, chacun, en présentant les éléments de son avantage. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que personne ne pense sortir de la surenchère pour aller vers un compromis. Le 1-23 fait de la surenchère, demander 700 prisonniers, c'est de la surenchère, demander que l'on lève une recommandation du Parlement, c'est de la surenchère, demander que publiquement le président accepte de négocier, c'est de la pure surenchère. Et Kinshasa également fait de la surenchère. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que chacun recherche dans la négociation. Parce qu'on peut aller en négociation, mais pour ne pas négocier. On peut aller en négociation pour gagner du temps. Simplement gagner du temps. Du temps pour mieux faire la diplomatie, pour renforcer la pression, pour préparer une contre-offensive, pour terminer le mineral deals. Kinshasa semble aller en négociation pour gagner du temps, pour avoir cessé le feu, bloquer l'initiative et gagner un peu de temps. Et les rebelles sont allés en négociation malgré eux, parce que la pression diplomatique, les sanctions les ont poussés. Donc face à des négociateurs de mauvaise foi des deux parties, on ne saura pas sortir des Doha avec des bons. Qu'est-ce qui peut désamorcer la crise? Deux dynamiques. Soit un changement des rapports de force sur le terrain, ça veut dire que les combats ont repris
et Kinshasa change fondamentalement les rapports sur le terrain pour qu'ils reviennent à la table plus fort, soit c'est l'inverse et donc ça répondra plus faible, soit c'est la pression diplomatique qui peut augmenter plus fortement sur le Rwanda et sur ses partenaires, ses alliés de 1-23, notamment dans la mise en œuvre de la résolution 2773, pour réduire la surenchère du 1-23. Oui. Donc les leviers sont soit les leviers militaires, et on a vu le combat reprendre depuis hier, soit les leviers diplomatiques, et tout dépendra de l'évolution des jours à venir. C'est ça qui va déterminer si ou non Doha va reprendre ou s'il pourra avancer. Est-ce qu'on peut donner une chance au président togolais Faure Gnassingbé dans sa nouvelle démarche? Ça doit être dans sa démarche actuelle. Bon, c'est d'abord une démarche de l'Union africaine. Parce que n'oubliez pas, le président angolais négociait comme médiateur désigné de l'Union africaine. Et que Doha est une solution non africaine. Et si vous vous rappelez bien, le jour où le président congolais et rwandais se sont retrouvés à Doha, l'Angola a fait un communiqué où il regrettait que les solutions non africaines ne soient pas mises devant. Il y a cette dynamique-là d'une solution africaine à maintenir. L'Union africaine... Il y a un avantage pour qu'une solution africaine soit trouvée, qu'on ait une solution en dehors du continent. Oui, mais parce que ça c'est quand même une question qui montre à la fois les limites ou les capacités de l'Union africaine à apporter des solutions à des problèmes internes du continent. L'Union africaine a fait sa réforme depuis quelques temps en mettant en place l'architecture de sécurité, des paix de sécurité qu'on appelle la PES, le CEPES, et c'est censé répondre à ces problèmes-là. Et donc que l'Union africaine montre les limites de sa capacité interne à régler des conflits, parce qu'on a commencé au niveau régional, maintenant on est au niveau interrégional, puis au niveau continental, c'est l'échec d'une architecture de sécurité continentale. C'est-à-dire, deuxièmement, Qatar est une partie intéressée. Qatar est une partie qui a des intérêts au Rwanda. Il ne faut jamais l'oublier. Et Qatar est intervenu parce que les sanctions qui ont été votées sur le Rwanda commençaient à toucher les intérêts stratégiques. N'oubliez pas qu'on a sanctionné une entreprise minière de l'or à Kigali, et que le Qatar, c'est la destination finale de l'or qui passe par ces pays voisins. N'oubliez pas que beaucoup d'investissements à Kigali, Rwandair, l'aéroport de Kigali, sont des financements qataris, et que derrière, il y a un projet touristique, Visite Rwanda, Arsenal, qui vise à construire un hub qui concurrence le projet Dubaï. Parce que le conflit, c'est le Dubaï et le Qatar, Emirates, Qatar Airways, deux hubs touristiques avec derrière des infrastructures qui se mettent en place. Donc, quand vous sanctionnez le Rwanda, vous touchez les intérêts économiques du Qatar, et donc le Qatar est venu en rescousse pour dire attention, il faut qu'on règle ça, les intérêts sont menacés. Donc, une partie aussi intéressée, c'est pas un arbitre impartial, c'est un arbitre qui a des intérêts et qui a besoin de trouver un équilibre. Et donc, l'Union africaine a sa démarche, qui va certainement rejoindre la démarche EAC-SADC, et c'est une feuille de route plus longue encore. Donc, on ne peut que souhaiter au président togolais de la réussite, mais c'est un schéma long, laborieux, et qui va encore prendre du temps pour aller vers une solution négociée à court terme. Est-ce que Doha court-circuite l'Union africaine, la démarche de l'Union africaine? De certaine manière, oui, parce que Doha s'est tenu le jour où il devait avoir la rencontre de Luanda, alors que le 1-23 sabotait, en quelque sorte, Luanda, prétextant, s'appuyant sur les sanctions européennes, qui est tombé d'ailleurs le même jour, c'est une coïncidence, que le sommet. Donc ils ont sabordé 2 fois. Est-ce que c'était une coïncidence? J'ai dit coïncidence. Ils ont sabordé 2 fois. La première fois, c'était le 15 décembre, quand ils devaient se rencontrer également à Luanda. Le président s'est déplacé, le président rwandais ne s'est pas déplacé. Là, ils ont la veille, lorsque les différents comités s'est rencontrés, proposé la fameuse ligne où on parlait de dialogue direct entre Kinshasa et 1-23, qui ont fait capoter la chose. Ils l'ont repris 2 fois, donc c'est le Rwanda qui a fait capoter à 2 reprises. Merci beaucoup. On va clore, rapidement, 2 minutes chacun, on va clore. L'émission est complètement à la fin. Maître Biselo, il y a plusieurs initiatives sur la table. Il y a Doha, il y a Union africaine, il y a SADC, EAC, il y a Cinco SCC. Qu'est-ce qui semble beaucoup plus prometteur? Ou qu'est-ce qui devrait être... qu'est-ce qui est idéal pour vous? Laissez-moi mes 2 minutes, ne me hachez pas, ne me posez pas d'autres questions. Mais répondez quand même à ma question. Je ne réponds qu'à votre question. D'accord. D'ailleurs, 2 minutes, je vous poserai. D'abord, les différentes initiatives, pour moi, ne visent pas les mêmes intérêts. La Cinco SCC essaye de donner une analyse à la fois sur le passé, sur le présent et sur l'avenir de la République démocratique du Congo, indépendamment des acteurs politiques, mais aussi de la place de la République démocratique du Congo dans la sous-région et particulièrement à l'égard de 9 pays frontaliers.
Mais également, je crois qu'il y a une once de moralité à l'égard des acteurs politiques en République démocratique du Congo. Et c'est ça peut-être qui fragilise ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas adhérer à ce chemin. De un. Et de l'autre côté, effectivement, c'est ce qui se passe, ce n'est qu'une question des intérêts. Et je dirais même que ces intérêts ne regardent même pas le peuple congolais. Si ce n'est que le peuple congolais en paye le pot cassé sur le terrain, ça veut dire celui le premier à mourir. Les intérêts de Doha, des Émiratis en Angola, au Rwanda, mais également en République démocratique du Congo. La recherche de la paix chez le parrain là-bas, c'était la volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi qui avait besoin de rencontrer Paul Kagame. Il n'y a jamais eu au sortir de ces rencontres-là un cessez-le-feu. Chaque pays a donné son propre communiqué, sa propre interprétation de la rencontre, mais en tout cas Paul Kagame ne s'est pas décidé de sortir de la rencontre entre Félix Tshisekedi et avec Doha. Doha. Il n'y a jamais eu de communiqué final qui mettait les deux acteurs en accord. Cela dit, comme vous avez dit, ça c'est la deuxième partie, et également l'Union africaine. Mais l'Union africaine, c'est évident, c'est la SADC et l'EAC qui jouent un rôle de positionnement sur le terrain. Les deux organisations, chacun cherche à mettre son empreinte. Nous avons introduit les loups dans la bergerie, c'est-à-dire l'EAC, à travers l'entremise du président de la République. Nous en subissons les conséquences. Nous avons fragilisé la SADC qui est notre allié historique et naturel. Aujourd'hui même, la SADC œuvre ou bien est en train de flatter le AFC de Nanga. Donc, la dynamique qui se profile à l'horizon est totalement incertaine et c'est vrai, sur le terrain, aujourd'hui, la République veut acheter des drones chinois pour pouvoir influencer ce qui se passe sur ce terrain, mais la volonté aussi de Nanga avec ses alliés, de faire évacuer les militaires onusiennes de Goma et de récupérer les armes, ça a aussi une logique de dire nous nous préparons sur ce qui va se passer sur le terrain. Ça peut être déterminant, et donc, je dis une fois de plus encore, le peuple congolais en subira les conséquences, puisque même si nous ne mourrons pas là-bas, nous mourrons ici de faim. Donc voilà. Maître Godefroid Ilunga, votre avis, quelle initiative qui semble beaucoup plus prometteuse dans cette histoire Permettez-moi de rectifier quelque chose dans ce qu'a dit Maître Bisselo. Je ne sais pas d'où il tient l'information que c'est le président Tshisekedi qui est à l'origine de l'initiative de Doha. Alors que mon compatriote Christian qui est à côté de moi a bel et bien, a su bien le dire, c'est plutôt une initiative des parrains de Kagame ou des partenaires de Kagame. Parce qu'ils ont vu que leurs intérêts justement sont menacés. Je ne sais pas pourquoi on va parler du président de la République comme étant ayant lui sollicité cette rencontre. Alors que déjà, il y a eu des tentatives qui ont été boycottées par les autres. Cela dit, quelle initiative paraît la plus prometteuse? Déjà, j'exclus l'initiative de la CENCO, parce qu'elle n'est pas moins intéressée. Nous sommes en train de suivre certaines informations selon lesquelles certains membres de cette organisation auraient participé à des réunions sécuritaires du M23 et pris, n'est-ce pas, des stratégies pour la prise notamment de Goma, et ainsi de suite. C'est un dossier à suivre qui est en cours. Oui. Des documents qui ont fuité et qui existent. Nous sommes en train de suivre ça. D'accord. La CENCO n'est pas moins intéressée dans ce qui arrive. La CENCO a, n'est-ce pas, un parti pris. C'est bon. N'est-ce pas, ils avaient dit que tout ce qu'ils faisaient, c'était pour l'après Tshisekedi. Ça, j'exclus déjà la démarche de la CENCO. Mais en même temps, j'ai dit, en terminant, que tout est fonction de la volonté politique. Okay. Parce que lorsque nous parlons du M23, le président, comme il avait dit, ce sont des pantins. Monsieur Christian a dit ce mot, mais il s'est retenu pour, n'est-ce pas, le sortir lorsqu'il a parlé il n'y a pas longtemps. Parce qu'il est courtois. Ce sont des pantins, parce que quelles sont leurs revendications? Pourquoi se sont-ils alliés avec le Rwanda alors que le Rwanda l'a cessé de le dire? Pour lui, c'est une question, et même l'Ouganda, ce sont des questions existentielles. Très bien. Merci bien. On vous dit qu'il y a discrimination des rwandophones. Question existentielle pour le Rwanda, et non pour les rwandophones qui sont chez nous, qui sont des Congolais. Il y a un problème de frontière entre les deux pays.
un problème. Problème de la menace de FDLR. Tout ça, c'est ça les revendications du Rwanda. Très bien. Mais pourquoi des Congolais vont-ils s'allier avec un pays qui a de telles revendications et qu'un président, un ancien président, en vienne à dire ce sont des revendications qui sont justifiées, qui sont légitimes. Donc, tout est question, comme je l'ai dit, de la bonne volonté. D'accord. Nous allons négocier, on négocie. Merci. Mais est-ce que le Rwanda va renoncer à ses revendications existentielles pour lui? Merci C'est un beaucoup. problème. Merci beaucoup, Maître Godefroid Ilunga. Monsieur Christian Moleka, on termine avec vous. Quelle est l'initiative qui paraît intéressante? Elles sont complémentaires parce qu'autant le processus de Luanda a visé un rapprochement bilatéral entre le Congo et le Rwanda, autant Nairobi avait une dimension plus politique avec tous les groupes armés, autant la démarche des évêques vise un processus interne, un dialogue interne. Elles sont complémentaires. La grande difficulté, c'est la méfiance. Et quand vous attendez Maître parler déjà sous la Senco, vous sentez le degré de méfiance qu'il y a. Vraiment. Mais ils ont été financés par le Rwanda. C'est clair. Eux-mêmes l'ont dit. Les catholiques ont besoin du financement du Rwanda. La grande oui, bien difficulté, sûr. c'est comment on Ils travaille l'ont dit, c'est pas moi. à dépasser la méfiance des acteurs pour aller vers les finalités. Et si on n'a réussi pas à dépasser la méfiance, fort malheureusement, on sera bloqué. Ce qui est quand même assez regrettable, c'est que le président aurait pu prendre l'initiative, lui en premier, de consulter. Il aurait pu, lui, lancer l'initiative. Les évêques ont récupéré un vide. La nature a horreur des vides. Il y a un vide à l'intérieur. Qui a lancé un processus de rapprochement? Si le pouvoir avait lancé, les évêques n'auraient pas pu utiliser ces vides-là pour se positionner. Et même alors qu'on critique la démarche des évêques, il n'y a pas un plan B pour remplacer un processus interne. Il dit qu'il y a. Oui, mais il y a quoi? Il n'y a pas un processus en interne que l'on met pour remplacer l'existant. Il y a le gouvernement d'Union nationale qui a été. Mais qui n'est pas un processus de dialogue interne. On a invité les gens. C'est un gouvernement, c'est pas un dialogue interne. Ils ont refusé de venir. Moi, je pense que le président aurait pu recevoir les évêques. Il avait promis aux évêques de les recevoir, reprendre leur rapport et s'en user pour une démarche d'initiative qu'il prendrait. C'est une démarche. Mais lorsqu'il n'y a pas de démarche et que la seule démarche qui paraît la plus rassembleur sur la table et qui semble bénéficier d'un accompagnement national est celle-là, eh bien c'est très difficile de remettre en question la démarche. Si tant est qu'on ne met pas autre chose sur la table. Si tant est qu'on ne met pas autre chose sur la table, merci bien, monsieur Christian Moleka. Mais juste un petit mot, peut-être de plus. Il y a le fils de Museveni qui ne cesse de défier les autorités congolaises. Il a même annoncé qu'il allait prendre Kisangani. Avant de se retracter, il a même menacé d'arrêter le gouverneur de l'Ituri, Johnny Luboya. Comment expliquer qu'un chef d'état-major d'un État avec qui nous sommes en partenariat militaire puisse menacer un État partenaire? Comment vous l'expliquez? Comment ça se comprend? Bon, la vérité est que ça peut demander toute une émission, parce qu'on ne saura pas le dire en très peu de temps. La vérité est que le Congo est pour beaucoup un marché. Autant le Rwanda veut avoir sa zone d'influence, autant l'Ouganda veut garder sa zone d'influence, qui est le Grand Nord, Beni Butembo, et maintenant l'étendre à l'Ituri. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont bloqué l'avancée de l'AFC 1-23 pour ne pas rentrer dans sa zone d'influence. Donc l'Ouganda également construit une zone d'influence à l'intérieur du Congo. Cette zone d'influence qui aujourd'hui va vers Mambasa, il va aller vers Fataki, à Djougou, des combats avec les Codeco. J'ai appris hier que le chef d'état-major ougandais a reçu en Ouganda les Codeco. Je ne sais pas si le Congo était informé, si nos services ont accompagné, que des Congolais aillent négocier avec le chef d'état-major dans un pays voisin. Parce qu'il y a quelques temps, il y a eu des combats à Djougou entre les Codeco et l'armée ougandaise. Donc c'est un vrai problème qui se pose là, si nous sommes en train de cautionner cette influence que construit l'Ouganda. Après, bon, les intentions, en sens politique, on dit qu'on ne peut pas juger les intentions, mais qu'il faut juger les capacités. C'est-à-dire, je peux avoir les intentions de te nuire,
Quand je ne réunis pas les capacités, je ne suis pas une menace. Mais si je suis capable de réunir intention et capacité, là, je suis une menace. Or, l'Ouganda peut réunir intention et capacité. C'est-à-dire, c'est une menace pour le Congo. C'est une menace pour Elle le ne s'est Congo. jamais cachée. Elle ne s'est jamais cachée. C'est nous qui interprétons mal. Voilà, mesdames et messieurs, cette émission de ce mercredi 23 avril 2025 s'arrête là. On espère qu'on a été les plus objectifs possibles. Hein. Les invités sont libres de donner leur avis, hein, indépendamment. Mais Congo Buzz est toujours au centre, bien que certains ne le croient pas. Merci bien d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Maître Bisselo. Merci, Maître Godefroy Ilunga. Merci beaucoup, Monsieur Christian Moleka, qui signait son retour après quelques années d'absence. Alors, portez-vous bien et à la prochaine. Allez.